Salut à tous, c'est Locke et bonne Halloween. Aujourd'hui, et pour cette occasion, on va parler d'une saga de films qui est également mes films préférés. J'ai nommé Vendredi 13. Et on va surtout se centrer sur l'élément principal de ces films qui est Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey. On va suivre son changement au fil des films, mais aussi les personnalités des protagonistes qui, eux, aussi, servent de développement au film. Étant donné qu'il y a de nombreux films, la vidéo sera divisée en deux parties traitant chacune d'une phase de développement spécial chez Jason et dans les Vendredi 13. La deuxième partie traitera des débuts de Vendredi 13 et Jason Voorhees. Ce sera le prologue. Et la deuxième partie traitera de la transformation de Jason dans les films. Ce sera la résurrection. Préparez-vous à beaucoup de spoils étant donné qu'on va faire un résumé détaillé de tous les films. Installez-vous confortablement et lançons-nous dans ce spécial Halloween. Le premier film sera plus rapide à traiter que les autres, et vous allez voir pourquoi. Tout d'abord, nous allons suivre au début du film une adolescente qui cherche à se rendre au camp Crystal Lake, en tant que monitrice pour préparer la réouverture du camp. On apprend par les locaux que le camp est maudit, car un massacre a eu lieu là-bas, et c'est pour ça que le camp avait été fermé précédemment. C'est comme ça que naquit la légende de Jason Voorhees, un enfant atteint d'une paralysie faciale ayant été noyé dans le Crystal Lake en 1957. L'année suivante, un couple de moniteurs est retrouvé assassiné dans ce même camp. Et celui-ci ferme après ce drame. Et depuis l'assassinat, on déplorera d'inexplicables feux de forêt, alors l'esprit de cet enfant entrait les lieux selon les locaux. Nous sommes en 1979, et le camp Crystal Lake réouvrira après s'être fait rénover. Et c'est la semaine précédant la réouverture que nous allons suivre notre groupe d'adolescents. Revenons à l'adolescente du début, qui se fera déposer pas loin du Crystal Lake et qui poursuivra sa route en autostop. Malheureusement pour elle, la cuisinière du camp manquera à l'appel lorsque les moniteurs se rassembleront. Durant le film, nous allons rencontrer 7 moniteurs. Alice, Marcy, Ned, Jack, Annie, Bill et Brenda. Il y aura aussi le nouveau propriétaire du camp, Steve. Maintenant que les présentations sont faites, passons au film. Le camp doit être retapé par les moniteurs avant l'ouverture, c'est alors un vendredi 13 que le film prend place. Les moniteurs s'amusent et en même temps travaillent. C'est l'éclate pour eux. Puis, un orage forcera tout le monde à rentrer et la nuit en profitera pour s'installer. C'est à partir de ce moment que les disparitions se feront remarquer. Ned n'est pas rentré alors qu'il pleut des cordes et n'est trouvable nulle part. Jack se fera transpercer par une flèche alors qu'il est dans son lit. Sa petite amie, Marcy, se fera frapper à coups de hache alors qu'elle est aux toilettes. Les moniteurs restants seront à la cabane principale en train de jouer au Monopoly. C'est alors que la tempête vient frapper et Brenda retournera dans son cabanon pour fermer sa fenêtre. Bonne nuit. Alors qu'elle est chez elle, elle entendra une voix appelant à l'aide. En suivant la voix, rien de bon ne l'attendra. Et c'est par un grand cri que les 2 moniteurs restants s'inquiéteront pour leurs amis. En allant dans le cabanon de Brenda, une hache ensanglantée se repose sur son lit. Et ce n'est pas un bon présage pour la suite. Ils iront chercher leurs amis, mais tout le monde a disparu. Nos 2 moniteurs voudront alors appeler de l'aide, mais malheureusement la ligne est coupée. En revanche, Steve, le propriétaire, revient à son camp, mais quelqu'un l'entendra. Il ne verra pas qui est-ce, à cause de la lumière, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne s'en sortira pas vivant. Les 2 seuls moniteurs restants décideront d'aller se reposer en pensant que tout cela n'est qu'au final pas grand-chose. Seulement, le générateur cessera d'alimenter, et ils se retrouveront dans le noir complet. Alors, Bill laissera Alice se reposer pour aller réparer le générateur, ce qui sera une grande erreur que Alice comprendra lorsqu'elle verra que Ned ne revient pas depuis un certain temps. En allant vérifier si tout va bien pour Ned, Alice découvrira son cadavre.
C'est alors qu'en allant se barricader, qu'Alice voit une voiture au loin, les phares bien allumés. Elle s'approchera et fera la rencontre d'une dame se présentant sous le nom de Pamela Voorhees. Alice va supplier de l'aide, mais Pamela ne va pas la croire et demandera de l'emmener voir ça de ses propres yeux. Sur les lieux, Pamela viendra faire un monologue sur l'histoire du camp, que Steve n'aurait jamais dû réouvrir, que les massacres ont commencé lors de la mort du petit Jason Voorhees, alors que des moniteurs faisaient l'amour au lieu de surveiller Jason pendant qu'il se noyait. Jason était le fils de Pamela Voorhees. Elle était au camp quand son fils est mort. Elle travaillait en tant que cuisinière. Le fils unique de Pamela, né un vendredi 13 juin, la légende sera brisée quand on comprendra vite que les meurtres ont été causés par la mère de celui-ci. C'est alors qu'un grand combat fait rage entre Alice et Pamela. Qui se soldera au bord du lac où Jason s'était noyé. Alice, d'un grand coup de machette, décapitera Pamela Voorhees et les massacres s'arrêtent ici. Alice sera retrouvée par la police et sera emmenée en soins. Enfin, ça aurait pu s'arrêter là si un mystérieux spectateur ne s'était pas retrouvé derrière un arbre, en train d'assister à la scène. Le deuxième film commence dans un quartier résidentiel. On y retrouve Alice, survivante du premier film, et on voit par le biais de cauchemars qu'elle est encore traumatisée de son aventure dans le premier film. On sait que ses parents s'inquiètent car elle a décidé de vivre seule après ce drame, et qu'elle a adopté un train de vie presque normal jusqu'à ce qu'elle trouve une tête dans son frigo, et que quelqu'un vienne lui ôter la vie. Le film prend place à Packanack Lodge, un camp situé à seulement quelques pas du camp Crystal Lake, qui a fermé 5 ans plus tôt à cause des événements du premier film. Les moniteurs seront appelés à Packanack Lodge pour un stage de perfectionnement des moniteurs. Paul, le formateur, fera un briefing à tous les stagiaires qu'il reçoit. Il donnera des conseils de survie contre les amis de la forêt. À la nuit tombée, il fera un speech sur Jason Voorhees. Il serait encore en vie, à se nourrir des animaux et des plantes en forêt. Il aurait vu sa mère se faire décapiter et l'aurait vengé. Et il continuera de se venger sur quiconque pénètre son territoire, c'est-à-dire Crystal Lake. Paul précisera qu'ils sont les premiers à revenir autour du lac depuis 5 ans. Il dira ça afin de faire peur à tous les stagiaires et au final leur dire que ce n'est qu'une légende locale, et qu'il ne veut plus en entendre parler. Sauf que ce qu'il dira est la vérité. Jason a bel et bien survécu à sa noyade, et il vivait dans les bois, prisonnier de sa folie suite à un traumatisme lié à sa noyade. Lorsque Pamela fut décapitée par Alice, Jason était là, caché derrière un arbre et a assisté à toute la scène. Depuis lors, il s'est fait la promesse de tuer toutes les personnes qui prendraient la décision d'envahir Crystal Lake, qu'il considère maintenant comme son territoire. Mais dans le film, Paul affirme que Jason s'est noyé, sa mère a été tuée, et l'accès au territoire au camp sanglant, surnom du camp Crystal Lake, est interdit. Plus tôt dans le film, 3 stagiaires ont pénétré le territoire de Jason, et celui-ci se sentira dérangé par leur présence. Maintenant, les stagiaires feront connaissance autour d'une soirée bien animée, jusqu'à ce que Ginny sorte de la maison principale, et ira dans son cabanon afin de se changer. C'est alors que Ralph, un personnage venant du précédent film, fait son apparition. Sûrement comme le film précédent, extrait à l'écran, il voudra prévenir les stagiaires qu'ils courent un grave danger en restant ici. Mais, dans ce deuxième film, il n'aura pas le temps de dire quoi que ce soit, que ce sera la première victime de Jason Voorhees. Le lendemain, les stagiaires feront un petit footing, et le chien d'une de ces stagiaires viendra se perdre, avant de se retrouver devant les pieds d'un parfait inconnu. C'est la dernière fois que nous verrons le chien. Après un petit barbecue, les stagiaires iront se baigner au lac, tandis que Sandra, la fille qui a pénétré dans le camp sanglant au début du film, et son petit ami Jeff auront l'idée de retourner là-bas. Un danger les guettait, tapis dans l'ombre, tandis que le couple continue sa randonnée. Ils tombent sur le cadavre d'un animal mort ressemblant à un chien, et d'un coup, une main agrippe l'épaule de Jeff, et c'est la police qui les arrêtera, car l'accès au camp est interdit. Les deux amoureux retournent au camp, et se prennent un léger sermon de la part de Paul. Au chemin du retour,
le policier tombe sur une personne voulant aussi se rendre au camp sanglant, et le poursuit. Il va tomber sur une cabane mystérieuse, faite à partir de tout et n'importe quoi, endroit où il découvrira quelque chose, mais aussi l'endroit où il se fera tuer. La nuit tombée, Paul annonce une tournée au bar, mais seulement 2 voitures sont disponibles. Alors il demandera que ceux voulant y aller lèvent la main. Ceux qui resteront sont Terry, qui est la fille au chien disparu, Scott, le beau gosse, Vicky et Mark, le type en fauteuil roulant, Sandra et son petit ami Jeff. Ils ne sont désormais plus que 6 au camp. Terry fera cavalière seule et ira au lac afin de se baigner. Durant son bain de minuit, elle se fera voler ses affaires par Scott, qui décide de la taquiner un peu trop. Une course-poursuite nulle viendra se solder par Scott qui mettra les pieds dans un piège fait maison. Terry voudra quand même l'aider, même si elle évoque le fait de le laisser là. Malheureusement, en allant chercher un outil tranchant, elle laissera Scott tout seul, et il se fera égorger par le tueur. Terry revient sur les lieux, ne remarquant pas qu'il est mort, et quand elle le remarque, il est déjà trop tard. La prochaine personne à mourir est Mark, qui voulait prendre l'air en attendant Vicky, mais qui finira par dérouler les escaliers avec une machette au visage. Et sans attendre, le tueur se dirigea vers ses prochaines victimes. Il entre dans la maison, monte à l'étage, voit un couple s'aimant passionnément, puis embranche les 2 personnes d'un coup. Il ne reste plus que Vicky dans le camp, et celle-ci cherchera Mark, qui a mystérieusement disparu. Elle monte à l'étage et entre dans la chambre de Sandra et Jeff pour les interroger, mais finalement, elle tombera sur Jason qui n'en fera qu'une bouchée. Maintenant que plus personne n'est au camp, il ne faudra pas longtemps avant que les renforts arrivent. Ginny et Paul reviennent du bar et constatent un étrange calme à Packanack Lodge. Ginny va très vite remarquer une immense tache de sang dans un lit et commence à s'inquiéter. Les 2 moniteurs seront sur leur garde, et c'est Ginny qui verra Jason attaquer Paul. Jason sortira vainqueur de ce combat, et une longue course-poursuite s'engage entre Jason et Ginny. Celle-ci finira par se retrouver dans le cabanon étrange, où elle y découvrira la tête de Pamela Voorhees et le pull qu'elle portait à sa mort, ainsi que 3 autres cadavres autour. Jason a gardé la tête de sa mère, la seule personne qu'il a connue dans sa vie, attendant en vain sa résurrection. Pendant que Jason défonce la porte pour pouvoir entrer, Ginny se déguise en Pamela avec le pull sur l'autel. Jason arrive à entrer, et il s'adoucit. L'illusion marche parfaitement. Dans sa tête, Jason a l'impression de voir sa mère en face de lui. L'illusion disparaîtra au moment où Ginny tentera de tuer Jason. Heureusement, Paul est encore en vie et viendra changer la mise. Grâce à Paul, Ginny va pouvoir porter un coup à l'épaule de Jason avec une machette. Et c'est la fin. Ginny démasque Jason et retourne au cabanon. Une dernière frayeur reviendra, mais ce ne sera que le chien de Terry. Ou pas. Jason revient pour une dernière scène et nous dévoile son visage, jusqu'alors caché par un sac à patates. Après cette nuit, Ginny sera placée à l'hôpital, et on ne saura pas ce qu'il adviendra de Paul. Le 3e film se déroule dans un ranch non loin de Crystal Lake, et Chris, la personnage principale de ce film, retourne dans cet endroit où elle ne s'était pas rendue depuis 2 ans, accompagnée de jeunes adolescents. Le début du film reprend un jour après la fin du précédent. Jason Voorhees va s'infiltrer dans un magasin afin d'y récupérer de nouveaux vêtements et faire les premiers meurtres du film. Il va s'occuper d'Harold, le propriétaire du magasin en question, en lui plantant un couperet à viande dans la poitrine. Et par la même occasion, il s'occupera de son horrible femme, Edna, avec une aiguille à tricoter plantée à l'arrière de la tête. Ces meurtres n'auront pas tellement d'impact à l'histoire, mais ils serviront d'introduction. En effet, quand les cadavres sont découverts par la police, Chris et ses amis passaient justement dans le coin en véhicule. Et on comprendra vite que cet endroit lui donne la chair de poule. D'ailleurs, un vieux fou viendra se présenter sur leur route et leur dira de rebrousser chemin. Que l'œil humain qu'il a trouvé et gardé lui transmettait ce message. Chris et ses amis ont bien évidemment fui et continué leur chemin,
D'ailleurs, remontons un peu plus tôt dans le film et présentons les amis de Chris. On peut remarquer que chacun a sa personnalité. Le couple Andy et Debbie, le comique du groupe Shelly, Vera la fille dépendante d'une mère possessive, les toxicos Chili et Chuck, et Chris la traumatisée du lac à cause d'un événement qui lui serait arrivé il y a 2 ans en arrière. Maintenant que les présentations sont faites, revenons au moment présent. Le véhicule transportant nos protagonistes arrive à Higgins Haven, le ranch appartenant à Chris Higgins. Et une fois le véhicule arrêté, on remarque déjà que quelqu'un les attendra dans la maison, et les observe depuis la fenêtre. Il s'agit de Rick Bombay, le petit ami de Chris, qui a entretenu les lieux depuis son absence. L'habitation et ses alentours seront visités par nos protagonistes qui n'hésitent pas à s'amuser par la même occasion, tandis que Chris n'arrête pas de paranoïer sur une porte de van laissée ouverte ou la grange qui a sa porte principale qui bouge. Et elle aura raison de s'inquiéter, car quelques minutes plus tard, un énorme cri se fait entendre. Et c'est avec une grande précipitation qu'elle ira voir ce qu'il se passe, et elle découvrira Shelly, mort dans un placard avec une hachette dans la tête. Mort qui fera marcher les protagonistes, mais aussi le spectateur, car il s'agit juste d'une mauvaise blague montée par Shelly, et qui énerve Chris compte tenu de son traumatisme lié à cet endroit. Un peu plus tard, Vera décide d'aller faire un tour en ville et Shelly va l'accompagner. Ils vont dans une supérette où Shelly, perdue dans ses revues pornographiques, va lancer son porte-monnaie à Vera pour qu'elle puisse payer. Le porte-monnaie tombe au sol et un nouveau personnage va débarquer. C'est Fox, membre d'un petit groupe de bikers qui va empêcher Vera de ramasser le portefeuille tombé au sol. Nos protagonistes vont s'embrouiller avec Fox et ses amis, Ali et Loco, qui vont finir par rendre à Vera le portefeuille. En repartant, Shelly va reculer dans les motos des bikers, ce qui va avoir pour but de les énerver. Et Ali, spectateur de la scène, ne laissera pas cet acte impuni. Il s'avancera vers le véhicule conduit par Shelly avec une chaîne à la main, et explosera le pare-brise, ainsi que la vitre conducteur. Shelly va s'enfuir, mais dans un élan de rage, il fera demi-tour et foncera dans les motos une seconde fois, mais cette fois-ci avec pour but de les détruire. Puis, il rentrera à Higgins Haven. En rentrant, les protagonistes, n'ayant pas été présents durant cette scène, vont interroger Vera et Shelly sur l'état des vitres du véhicule, et par la même occasion, Rick va les engueuler pour l'état du véhicule qui était le sien. Rick, d'un air saoulé, décide de partir prendre l'air et il emmène Chris dans sa balade, tandis qu'un personnage inconnu espionne le ranch à partir de la grange. On va très vite savoir que c'est Loco, le biker, qui a suivi Shelly et Vera jusqu'à Higgins Haven, accompagné de sa clique. Et il n'a pas l'air d'avoir d'excellente attention, étant donné qu'il va siphonner l'essence du van avec lequel les protagonistes sont venus jusqu'ici. De son côté, Fox va s'introduire dans la grange juste pour s'amuser. En visitant la grange, une atmosphère étrange s'installe de par la musique du film, et justement, en trébuchant, Fox manque de mourir empalé sur un râteau. Mais cet événement, bien que mineur, ne l'empêche pas de continuer à explorer cette grange. Elle voudra monter à l'échelle et recevra du foin sur la gueule. Une chose est sûre, elle n'est pas seule dans cette grange. Mettant trop de temps, Loco, l'ami de Fox, va aller la chercher et va la voir en train de s'amuser comme si de rien n'était, avant de totalement disparaître. Loco va aller la chercher à l'intérieur et va être surpris de la décoration murale contenant le corps de Fox. Il va être lui aussi embroché par un râteau et mourra. Au tour d'Ali, le chef de la bande, de s'inquiéter pour ses partenaires. Il ira lui aussi dans la grange et il recevra le cadavre de son ami dans la gueule et en se relevant, Ali va s'armer d'une machette. Il engage un combat contre Jason, mais il sera vite mis à terre et fracassé par celui-ci. La nuit tombe maintenant sur Higgins Haven, et Shelly va tenter de draguer Vera. Mais Vera va recaler gentiment le comique du groupe. Chris et Rick sont toujours de sortie, et le couple Andy et Debbie sont dans la chambre en train de se prouver leur amour. Chris va nous raconter ce traumatisme d'il y a 2 ans, et qui est aussi sa première rencontre avec Jason. Il y a 2 ans, donc 3 ans après les événements du premier film, dont les meurtres étaient perpétrés par Pamela, Jason commença sa traque envers les êtres humains, et n'était pas encore un tueur de masse. Chris fut la première à y être confrontée. Jason était chauve, et son comportement ressemblait à un animal. Il était en tout point un novice dans le meurtre. C'est sûrement pour ça que Chris s'en est sorti alors qu'elle était évanouie.
Vera, qui est sortie prendre l'air après les avances de Shelly, se pose au bord d'un point d'eau et se fait attraper le pied par un truc venant de cette eau. Vera arrive à s'en sortir, mais reste sur ses gardes. C'est alors que Shelly sort de l'eau avec un masque de hockey et un harpon et crée une grande frayeur à Vera. Celle-ci va s'énerver et Shelly va commencer à déprimer. Il ira dans la grange pour noyer sa peine. Quelques minutes plus tard, quelqu'un vêtu d'un masque de hockey et d'un harpon va venir se présenter à Vera, qui a fait tomber le porte-monnaie de Shelly dans l'eau et qui tentera de le ramasser. Alors que Vera croyait à une énième blague de Shelly, Jason, vêtu maintenant de son fameux masque de hockey, va tirer une flèche au harpon dans la tête. Juste après la mort de Vera, Jason va se diriger vers la maison. Pendant ce temps, Debbie est à la douche et Andy, marchant sur les mains, voudra aller chercher une bière pour lui et pour sa petite amie. C'est alors que dans le couloir, à l'étage, il tombera face à face à Jason, qui lui donnera un coup de machette dans l'entrejambe. Andy est désormais mort. Debbie, qui a maintenant fini sa douche, est dans la chambre et lit un journal tranquillement dans son hamac, jusqu'à ce que du sang coule au-dessus d'elle et qu'elle trouve le cadavre en deux d'Andy, son petit ami. Cette découverte signera sa mort, car Jason, placé sous son hamac, va enfoncer une machette dans le thorax de Debbie. Le couple de toxicos refait parler d'eux, car ils ne sont plus que les derniers dans Higgins Haven. Chuck était en train de faire du popcorn quand la lumière de tout le ranch viendra couper. Chuck va vérifier l'état du générateur, situé dans une cave servant aussi de débarras, et il sera équipé d'une lampe de poche. De son côté, Chili trouvera Shelly, avec la gorge ensanglantée. Il va mourir devant elle, mais Shelly croit que c'est encore une farce de son ami, et le laissera mourir. Chuck, toujours dans la cave, fera la connaissance de Jason Voorhees, et le courant passera un peu trop entre eux, car Chuck va finir par mourir électrocuté. Le courant va clignoter dans tout le domaine, et il faudra très peu de temps à Shelly pour comprendre que Shelly est mort. Elle va courir dans la maison pour trouver un endroit où se cacher, mais elle ne trouvera que les corps de ses amis déjà morts. Alors, dans un élan de panique, elle se retrouvera face à face avec le tueur au masque de hockey, qui la transpercera avec un pic à cheminée encore brûlant. La tempête commence à souffler dehors, et les deux amoureux, Chris et Rick, viennent seulement de rentrer à Higgins Haven. Ils ne trouvent personne à l'intérieur de la maison, et sentent juste l'odeur du cramé venant des pop-corns laissés sur le feu. Enquiquiné par les amis de Chris, Rick part à leur recherche afin de leur faire passer un savon. De son côté, Chris s'inquiète pour ses amis, qui n'auraient jamais déserté l'endroit. Chris va jeter un coup d'œil à l'extérieur, mais ne verra rien. Ce qui est malheureux quand on sait qu'à quelques mètres, Jason se trouve avec Rick, et qu'il va lui presser sa tête tellement fort que les yeux de Rick sortiront de leurs orbites. Chris va explorer la maison, et va tomber sur le cadavre de ses amis. Elle va très vite comprendre la situation, et va se barricader dans la maison. Premièrement, elle fera face à la tempête, qui va ouvrir les fenêtres et portes de la maison grâce à la force du vent. Et deuxièmement, elle fera face à Jason, qui lui balancera le corps de son petit ami mort. Une course-poursuite s'engage entre Chris et Jason, et Chris va réussir à planter un couteau dans la jambe de Jason, qui tombera au sol après avoir reçu ce coup. Chris va pouvoir s'enfuir de la maison afin de rejoindre le van. Elle va le démarrer, et sur la route, Jason apparaîtra. Elle va appuyer sur le champignon afin de l'écraser, et Jason va s'écarter de la route afin de ne pas mourir. Quelques mètres plus tard, le véhicule va s'arrêter, car il lui manque de l'essence qui a été siphonnée par les bikers. Elle va donc s'enfuir du véhicule et se retrouver dans la grange, endroit où elle affrontera Jason et elle finira par gagner en lui plantant une hache dans le crâne. Comme dans le premier film, la survivante prendra le cours de l'eau en barque et sera prise d'hallucinations à son réveil, compte tenu du choc émotionnel qu'elle vient de subir. La réalité est que Chris sera sorti du lac par les agents de police qui découvrirent avec effroi la pile de cadavres et le corps de Jason inanimé dans la grange. Le quatrième film du nom, de chapitre final, commence avec un montage des 3 premiers films, histoire qu'on se remémore bien les faits de l'histoire des Vendredis 13. Et après ce montage, il reprend là où on en finit. On revoit Higgins Haven, on voit les ambulanciers emporter des cadavres à la morgue, et le cadavre de Jason y est compris. On va le retrouver juste après, et il sera accueilli par un médecin pas professionnel du tout, du nom de Axel. Plus tard, une infirmière du nom de Morgan ira dans la salle où est le cadavre de Jason pour y retrouver Axel. Pendant qu'ils commencent leurs ébats,
La main du cadavre va tomber sur la cuisse de l'infirmière, ce qui va casser le mood dans lequel ils étaient, et les deux collègues vont s'énerver l'un contre l'autre. Suite à ça, Axel va mettre le cadavre de Jason au frigo, mais il va oublier de clôturer la porte de ce frigo, ce qui va lui coûter la vie car Jason était encore vivant et va scier la gorge de notre gentil médecin, puis il ira retrouver l'infirmière Morgan pour lui mettre un coup de scalpel dans l'estomac. Puis Jason retournera à Crystal Lake. Tout le monde pensait qu'il était mort, mais le voilà vivant, en liberté et remis de ses blessures. Avant de revenir à Jason, nous allons découvrir nos protagonistes durant le film. Le lendemain des événements de l'hôpital, autour de Crystal Lake, on va faire la rencontre de Trish Jarvis et de sa mère, ainsi que le petit génie de Tommy Jarvis, qui est un petit garçon qui sait déjà faire beaucoup de choses malgré son jeune âge. Le nom des Jarvis est important dans l'histoire des Vendredis 13. Au même moment, sur une route de campagne, nous allons rencontrer un groupe de jeunes se rendant à Crystal Lake pour le week-end. Le groupe d'amis est composé de Paul, Sam, Sarah, Doug, Jimmy et Ted. Sur la route, direction leur maison de vacances au domaine des Jarvis, le groupe tombe sur la pierre tombale de Pamela Voorhees, et l'ambiance change drastiquement pour aborder un revêtement sinistre. Non loin du cimetière, le groupe de jeunes va rencontrer une autostoppeuse qu'ils ne vont pas prendre avec eux. Seulement, quelques minutes plus tard, celle-ci va être assassinée par Jason d'un couteau dans la gorge alors qu'elle mangeait une banane. Retour à la résidence des Jarvis, où le groupe de jeunes arrive de nuit, et vont habiter la maison voisine de celle des Jarvis. D'ailleurs, Trish et Tommy vont aller à leur rencontre pour se présenter. À l'intérieur de la maison de vacances, Paul et Sam, qui sont en couple, vont dormir dans la même chambre, ce qui va obliger Sarah à partager sa chambre avec Doug, tandis que Jimmy et Ted vont en partager une autre. La chambre de Paul et de Samantha se trouve en face de la fenêtre de Tommy Jarvis, qui a une vue sur eux, et il va en profiter pour espionner Sam en train de se changer. La maman de Tommy Jarvis arrive et sauve les yeux de Tommy en fermant ses volets pendant que le concerné fait semblant de dormir. Le lendemain, en allant au lac, le groupe de jeunes va faire la rencontre de deux sœurs, Tina et Terry, qui vont vite s'intégrer au groupe étant donné qu'elles vont les accompagner pour se baigner au lac. En voyant ces deux nouvelles filles s'intégrer au groupe, Jimmy et Ted y voient une opportunité d'amener une fille dans leur lit. Une fois au lac, le groupe de jeunes maintenant accompagné de deux nouvelles recrues vont tous aller se baigner nus. Gordon, le chien des Jarvis, va être attiré par les cris des jeunes et Tommy, suivant son chien, va être amené au lac pour ce qu'il va lui sembler être un paradis pour ses yeux. Trish va aussi être amené au lac et va ramener Tommy à la voiture pour le raccompagner. Malheureusement, la voiture va tomber en panne sur le chemin du retour. Tommy Jarvis va tenter de la réparer, mais aura du mal à la faire fonctionner de nouveau. C'est alors qu'une main va surgir de nulle part et c'est un garçon du nom de Rob qui viendra se présenter aux Jarvis. Il va aider Tommy à faire redémarrer la voiture et il va y arriver. Trish propose alors d'emmener Rob avec eux qui va se présenter comme un chasseur. Tommy va inviter Rob chez lui afin de lui montrer toute sa collection de masques faits maison. La nuit viendra tomber sur la résidence des Jarvis et pour les jeunes dans la maison de vacances, c'est une soirée qui va commencer accompagnée d'alcool et de musique. Jimmy va proposer à l'une des jumelles de danser sur du rock et se ridiculisera lui-même. Mais Paul viendra changer la donne en mettant un slow et ainsi apporter une touche plus romantique à la soirée. De son côté, Ted, pris d'un élan d'amour pour embrasser l'autre jumelle, se fait recaler en beauté par celle-ci, qui va aller voir Paul afin de le draguer. Mais c'est la copine de Paul, Sam, qui viendra reprendre son mec. Quelques minutes plus tard, elle revient à la charge après avoir gagné un défi et cette fois-ci, Sam en a marre et elle va aller s'isoler au lac afin de faire réagir son mec. Paul ne va pas du tout repenser à sa copine et continuera son slow avec la jumelle, qui a l'air complètement ravie. Sam, de son côté, sera bel et bien au lac et se sentira suivi. Bien évidemment, elle va penser que c'est son copain Paul qui l'a suivi après un sentiment de regret. Sam va aller dans un canoë au milieu de l'eau, mais au lieu que ce soit Paul qui la rejoint, c'est Jason qui surgira de l'eau et transpercera le canoë, ainsi que Sam avec un objet tranchant. À l'intérieur de la maison, Paul va enfin réagir et se mettre à aller chercher sa copine. La jumelle avec qui il était va se retrouver seule, mais elle ira se jeter dans les bras de Jimmy pour combler le manque et lui proposera même d'aller dans une chambre. Quant à Ted, lui, il loupera tous ses chances d'aborder une fille. Dehors, Paul va retrouver sa copine dans le canoë et il va vite découvrir la triste réalité qui lui est arrivée. Et sera lui aussi bientôt dans le même pétrin car au rivage, Jason l'attendra et lui harponnera les parties génitales. Son cri résonnera dans toute la forêt
et alertera Rob qui fait du camping. D'ailleurs, Rob ne passe pas loin de faire connaissance avec Jason, car quand il part en direction du cri avec une machette à la main, Jason déposera son harpon dans la toile de tente de Rob. Retour à la maison, Jimmy et Tina pratiquent le coït, et Ted de son côté a trouvé un très vieux film porno et consomme énormément d'alcool afin de combler ses pulsions. Tiff voudra rentrer et en informe Tina, à travers la porte de la chambre, mais celle-ci dira à sa sœur de rentrer toute seule, car elle voudrait profiter de l'instant présent avec Jimmy. Tiff, saoulée par sa sœur, la traite de traîner, et part de la maison avec son parapluie et son vélo. Malheureusement pour elle, elle quitte la maison au mauvais moment, car Jason l'embroche alors qu'elle n'est même pas encore montée sur son vélo. Du côté de la maison des Jarvis, Madame Jarvis rentre chez elle complètement trempée par la pluie et constate qu'il n'y a plus de lumière chez elle. Elle ira donc dehors en quête du générateur, mais disparaîtra. Quand Trish et Tommy rentreront, ils découvriront leur maison dans le noir, et sans leur mère. Jimmy, après avoir eu son rapport sexuel avec Tina, voudra fêter ça avec une bouteille d'alcool. Il va se diriger dans la cuisine, et alors qu'il cherche le tire-bouchon, il le recevra de la part de Jason en pleine main. Puis un coup sera porté dans la tête de Jimmy, ce qui le tuera. À l'étage, Tina regarde par la fenêtre et voit le vélo de sa sœur. Elle comprend très vite que Tiff n'est pas parti, mais elle se fera attraper et jeter par la fenêtre. Au salon, Ted se fera très vite tuer à travers la toile où était projeté son film érotique, et un peu plus tard, Doug se fera tuer sous la douche. En allant le rejoindre, Sarah trouve son cadavre et crie pour trouver de l'aide. Mais au lieu d'en trouver, elle recevra une hache dans le corps de la part de Jason Voorhees. Trish, de son côté, est partie trouver de l'aide chez Rob, qui a failli la tuer en pensant que c'était Jason. Rob nous dira qu'il est là pour venger sa sœur morte, tuée par le tueur au masque de hockey. Il s'agit de Sandra Dyer, qui était à Packanack Lodge. Trish et Rob rejoignent Tommy à la maison des Jarvis pour appeler de l'aide. Malheureusement, les lignes sont coupées. Trish et Rob iront dans la maison voisine afin de rechercher Gordon, le chien de la famille, qui suite à une peur atroce, finit par sauter du 2e étage, chute qui le tuera. Dans la maison des Jarvis, Tommy trouve des journaux de Jason dans les affaires de Rob, ce qui aura de l'importance dans la suite du film et de l'histoire. Dans la cave de la maison de vacances, Rob fait la rencontre de Jason et prend place à un combat qu'il va perdre, laissant Trish seule contre le tueur. La fille fuit et rejoint sa maison, où elle y rejoindra son petit frère. Un long combat contre Jason Voorhees s'ensuivra, où les Jarvis mèneront l'avantage, mais Jason n'aura pas dit son dernier mot et se relève pour une course-poursuite assez longue, laissant le temps à Tommy Jarvis, le petit génie, de mettre à bien l'exécution de son plan. De retour à la maison, Trish perdra l'avantage contre Jason, mais Tommy viendra la secourir en se déguisant exactement comme Jason lors de sa noyade. Plan qui va réussir car Jason sera pris d'intrigue et ça va permettre à Trish de porter un coup à Jason, coup qui va être loupé, mais qui va permettre de découvrir un visage monstrueux derrière le masque de hockey. Timmy va récupérer la machette tombée au sol et tuera Jason d'un coup assez violent de machette en pleine tête. Alors que Trish et Tommy se réconfortent, Jason bougera les doigts de sa main, prouvant qu'il est encore vivant. Tommy le voit et se jette sur Jason pour mettre définitivement fin au jour du tueur de masse. La scène finale prend place dans un hôpital où Tommy rend visite à Trish. Ils se feront un câlin pour célébrer la fin du film, mais alors que tout semblait fini, Tommy lance un regard plus qu'inquiétant à la caméra. Ce film est le 5e et sera un peu un hors-série dans ma vidéo, mais on va quand même y faire un très léger détour avant de passer à la conclusion. Comme vous l'avez vu dans le dernier film, Jason est mort et a été massacré par Tommy Jarvis, mais un autre film est sorti, ce qui veut dire que la menace est toujours vivante. Le film se déroule 5 ans après le film précédent. Tommy est presque un adulte, mais il y a toujours des séquelles de son aventure contre Jason Voorhees, ce qui fait qu'il vit dans une maison de repos pour jeunes handicapés, nommée Pinehurst. Un beau jour, un accident survient, et un jeune handicapé se fait tuer par un de ses camarades handicapés qui a de violentes crises de colère. Depuis lors, les meurtres en série reprennent, tandis que Tommy Jarvis sera hanté par Jason à travers de visions liées à son traumatisme. Tommy a grandement été impacté par Jason. Il fait des cauchemars où Jason sort de sa tombe, il le voit alors qu'il est réveillé, et il est armé pour toute situation. C'est limite si Jason est encore en vie pour lui, et qu'il peut survenir n'importe quand.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est à Pinehurst et qu'il est très peu sociable, qu'il a une très faible tolérance à la peur. Comme dit précédemment, un jeune homme se fera tuer dans Pinehurst par l'un de ses camarades supportant difficilement la colère. Tommy est spectateur de la scène et à partir de cette première mort, les meurtres s'enchaîneront. Mais tout d'abord, le gars qui a planté sa hache dans le dos de Joey est arrêté par la police. Et les ambulanciers viennent récupérer le cadavre de Joey pour l'emmener à la morgue. Le soir du meurtre, 2 gars sont arrêtés sur la route car leur véhicule est en panne. Un des 2 hommes va essayer de régler le problème, tandis que l'autre part uriner. Un élément inconnu vient se mêler à l'histoire, et le réparateur du véhicule va mourir d'une fusée de détresse dans la bouche. Quand son ami revient, il croit que le cadavre répare le véhicule. Et l'ami va mourir égorgé dans sa voiture. C'est maintenant que les massacres du nouveau tueur vont commencer, bien que l'on ne connaisse pas son identité. Le lendemain matin, on revoit Tommy Jarvis en sueur, se rappelant tous les cris qu'il a entendus le soir où il a tué Jason. D'ailleurs, ce même matin, il va avoir des hallucinations de Jason. Au moment du petit déjeuner, Tommy se sentira agressé par l'un de ses camarades de Pinehurst et lui fera regretter de l'avoir effrayé avec de la pure violence. Le soir, un mec du nom de Billy va chercher une serveuse du nom de Lana, afin de s'amuser ensemble. Billy attendra sa petite amie pendant que celle-ci continue son travail en cuisine. Billy commence à s'impatienter, donc il sort de sa voiture. Et il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'une hache viendra se planter dans son crâne. Quelques minutes plus tard, Lana va rejoindre la voiture et elle va attendre Billy qui a disparu. Lana fera elle aussi la rencontre de Ash qui a tué son petit ami. Le même schéma va se dessiner. Le lendemain matin, Tommy, qui regarde par la fenêtre, aura encore une vision de Jason. Au commissariat, le maire portera scandale auprès du shérif Tucker pour trouver le coupable de tous ces meurtres. Le shérif va affirmer à monsieur le maire que Jason Voorhees est revenu, et qu'il est coupable de tous ces meurtres. Bien évidemment, le maire va répondre que Jason est mort et que cette fois-ci, il va falloir trouver un meurtrier bien vivant. Dans la même journée, un couple venant de Pinehurst va s'isoler dans les bois pour avoir une relation sexuelle. Un étrange voyeur va être caché dans les buissons afin de profiter de la scène avec les yeux. Malheureusement pour lui, il se trouvait sur le passage d'un nouveau tueur en série qui n'hésite pas à le poignarder. Plus tard, le couple finit de partager leurs moments et Eddie, le garçon, va partir pour aller se laver. Il laissera Tina toute seule et elle se fera tuer d'une paire de cisailles. En revenant, Eddie tombe sur le cadavre de sa petite amie et se fera tuer à son tour. Le soir, Pam, Tommy et Reggie font une petite virée pour aller voir le frère de Reggie, Damon. Ils prennent donc la voiture et ils vont y aller. Arrivé sur place, Tommy dit qu'il préfère rester seul, donc Reggie et Pam ne vont être que tous les deux pour rencontrer Damon et sa petite amie. Tommy va être agressé par un pecno du coin qui veut à tout prix fermer Pinehurst. Le pecno va engager le combat mais Tommy va n'en faire qu'une bouchée avant d'être arrêté par Pam. Suite à ça, Pam voudra partir en portant avec elle Reggie et Tommy. Damon lui sera pris d'une envie pressante d'aller aux toilettes. En sortant des toilettes, il découvrira le corps égorgé de sa copine et en retournant aux toilettes pour se cacher, il finit embroché par ce qui ressemble à un piquet. En rentrant à Pinehurst, Tommy manque à l'appel. Il n'a jamais été dans le véhicule avec Pam et Reggie. Chez les Pecno, Junior, le gars qui a affronté Jarvis, pète un câble sur sa moto et fera des tours en gueulant des menaces adressées à Tommy et à Pinehurst, jusqu'à ce qu'il se fasse décapiter par un hachoir de boucher. Sa mère, qui est dans la maison en train de cuisiner une ratatouille, sera elle aussi tuée d'un coup en pleine tête. Et c'est dans Pinehurst que les meurtres continuent. En effet, le tueur est entré dans la maison, et c'est dans le couloir qu'il emportera Jake d'un coup en pleine tête. Quand Robin ira se coucher, elle se retrouvera nez à nez avec le cadavre de Jake, et elle sera empalée juste à côté de lui. Violette dansera dans sa chambre avec de la musique à fond. Le tueur en profitera pour s'immiscer dans sa chambre et elle mourra d'un coup de machette dans le ventre. Dans le salon, Reggie se réveille de sa sieste et en montant à l'étage, il va découvrir un cauchemar. Une salle remplie de cadavres. Pam le rejoint et trouve la même chose. C'est alors qu'il prit à la fuite. Reggie se casse la gueule dans sa fuite et d'un coup de fracas de porte, Jason surgit. Une course-poursuite s'ensuit. Pam et Reggie courent vers un véhicule ambulancier afin d'y avoir de l'aide. Mais il n'y a que des cadavres qui les attendent. La course reprit son cours et finit dans une grange après être passée sur le chemin de plusieurs cadavres. Pam tombe à terre
et est à 2 doigts de mourir quand Reggie lui sauve la vie avec un bulldozer. Jason encaisse le coup et se relève, bien qu'il semble être affecté par cette blessure. Pam et Reggie iront se planquer dans la grange où Jason viendra les chercher. Un combat s'annonce et Pam, à l'aide d'une tronçonneuse, blesse grièvement Jason. Puis Tommy Jarvis arrive sur les lieux. Il doit refaire face à son traumatisme. Jason est devant lui et il arrivera à le blesser, mais Tommy reprend la raison et l'affronte. Bataille que Tommy gagnera dans la grange quand il poussera Jason du haut de la grange et qu'il s'empalera sur un équipement agricole. La caméra nous montre le cadavre de Jason et, attention spoiler, il s'agit en fait de Roy, l'infirmier du début du film qui se faisait passer pour Jason. Il voulait venger son fils, Joey, qui a été la première victime de ce film. Le film se termine par Pam qui rend visite à Tommy Jarvis, mais qui découvre une chambre vide à la vitre cassée. Et Tommy, équipé du masque de hockey de Roy, viendra se glisser derrière Pam avec un couteau. Ce film est un élément déclencheur pour Tommy Jarvis qui n'arrive pas à vaincre sa peur de Jason. Jason qui revient toujours même quand il est mort. Car d'autres personnes pourraient le prendre comme modèle. Très bonne image pour dire que Jason ne meurt jamais réellement. Passons au débrief. En 1935, le camp Crystal Lake vient ouvrir pour la première fois. Le vendredi 13 septembre 1957, Jason, un jeune garçon âgé de 11 ans, se noie alors qu'aucun moniteur ne vient à son secours, et il est supposé mort. Un an plus tard, le vendredi 13 juin 1958, Pamela tue 2 moniteurs et le camp Crystal Lake ferme. Par la suite, le camp essaye de réouvrir, mais la date sera repoussée par de mystérieux incendies. En 1979, le camp Crystal Lake vient à réouvrir et les événements qui vont se dérouler sont ceux du premier film. Alice, qui va survivre au massacre du camp, va décapiter Pamela, qui est la cause de ce massacre. Non loin de la bataille finale, se trouve Jason, qui n'est pas mort noyé, voit sa mère se faire décapiter alors qu'il est caché derrière un arbre. Alice mourra quelques mois plus tard, des mains de Jason, alors qu'elle est dans ses appartements. En 1982, Chris Higgins se fâche avec ses parents, fugue en forêt et fait la rencontre de Jason dans la forêt qui essaiera de tuer un être humain pour la première fois et échouera. En 1984, Pakanak ouvre et les événements du deuxième film vont avoir lieu. Jason va devenir un tueur de masse pour la première fois, alors que jusque-là il ne tuait que des animaux pour se nourrir. L'habitation de Jason est découverte et on peut y voir la tête de sa mère ainsi que ses vêtements sur un autel. Jason idole encore sa mère, qui est la seule personne qu'il a eue dans sa vie. La seule personne qui se souciait et était gentille avec lui. Donc dans sa folie meurtrière, Jason a quand même des sentiments et reste un humain. La même année se déroulent les événements du troisième film à Higgins Haven. Ici, Jason obtient son masque de hockey afin de cacher son visage. Il sera également blessé mortellement au visage par Chris Higgins et Jason sera supposé mort encore une fois. Le lendemain, Jason sort de la morgue en tuant 2 infirmiers. On peut supposer qu'il a survécu à ses blessures grâce à son handicap, qui est une paralysie faciale périphérique du côté droit de son visage, lui procurant une espèce d'immunité à cette partie-là de son corps. Les événements du 4e film s'ensuivent, et à la fin de celui-ci, Tommy Jarvis, personnage important de l'histoire, va tuer Jason une bonne fois pour toutes. En 1989, Tommy Jarvis va être hanté par Jason depuis le jour où il l'a tué. Il fera la rencontre d'un imposteur qui se fait passer pour le tueur de ses camarades. Tommy Jarvis le tue pour protéger son ami Pam, et ils sont conduits à l'hôpital. Pam rend visite à Tommy Jarvis, qui l'accueille avec le masque de hockey de l'imposteur et d'un couteau, ce qui accentue le fait que Jason n'a jamais quitté la vie de Tommy Jarvis. Voilà où nous en sommes arrêtés pour la partie 1 de l'histoire de Vendredi 13. J'ai mis beaucoup d'énergie dans cette vidéo pour vous la sortir le jour d'Halloween, et ça me fait beaucoup plaisir de vous parler de ma saga de films préférée, et d'avoir un contexte pour sortir la vidéo. J'espère que vous avez aimé et que cette vidéo vous donnera envie de voir les films qui, en tant que fan de slasher, qualifient Vendredi 13 comme un incontournable. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 de la vidéo s'intitulant La Résurrection. Et joyeux Halloween!